On a déjà vu pas mal de types d'attaques informatiques différentes, du man in the middle, des virus, des ransomware, du phishing ou du fake support, mais malheureusement, ou heureusement pour moi, parce que ça me fait des sujets de vidéo, il en reste tout plein. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit medley de différentes cybermenaces existantes, que ce soit des attaques, et par attaque comprenez des actions directes d'un utilisateur, d'un automatisme ou d'un groupe envers une infrastructure ou un serveur, ou des escroqueries. Deux petites informations, tout d'abord, même si dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs menaces, ce ne sera pas la dernière. Il en reste vraiment beaucoup et on n'est pas à l'abri d'en découvrir de nouvelles. Et les menaces dont je vais vous parler proviennent d'un site suisse regroupant un grand panel de cybermenaces existantes. J'ai enfin réussi à trouver ça. Bien que certaines des menaces listées ne me semblent pas trop utilisées par des attaquants ou des escrocs. Ce site, qu'il ne faut pas que j'oublie de vous mettre en description, affiche même le top 4 des cybermenaces du mois en cours, mais pour la Suisse. Et pourquoi donc ne pas commencer justement par ce top 4 ? Enfin, le ransomware, on a déjà fait, et il y en a deux qui peuvent être regroupés en une seule. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 menaces informatiques. On connaît plus le deuxième cas, et j'avoue ne jamais avoir entendu parler de faux appels téléphoniques au nom d'une fausse autorité. Le principe est simple, vous recevez un appel de quelqu'un qui se fait passer pour un membre de la police, de la gendarmerie, des douanes, ou d'une toute autre administration pouvant bien foutre les boules, puis la personne, ou une voix de synthèse, vous indique que vos coordonnées bancaires ou votre identité ont été découvertes lors d'une enquête. En France, on est plus habitué depuis quelques années aux faux mails de convocation de la police ou de la gendarmerie pour pédopornographie, pédophilie, atteinte à la pudeur, trafic sexuel, etc. Dans ces deux cas, les faux appels et les faux mails, si vous suivez les instructions que l'on vous donne, les personnes mal intentionnées derrière ça tenteront dans un premier temps de récupérer des informations sur vous, parce que ça peut toujours servir plus tard, et surtout de récupérer votre pognon, parce que c'est quand même ça le plus important pour eux. Ils peuvent procéder de plusieurs manières, soit en vous faisant payer une fausse amende, soit vous demandent de leur laisser le contrôle de votre ordinateur et de votre compte bancaire pour qu'ils puissent réaliser des soi-disant investigations. Pour vous prémunir de ce risque, ne paniquez pas, il y a des moyens simples. Déjà, sauf erreur de ma part, ça a peut-être changé depuis, les convocations judiciaires se font par voie postale ou de vive voix, mais pas par mail ou téléphone. Ensuite, si vos informations personnelles apparaissent dans le cadre d'une enquête et qu'une analyse de votre ordinateur est nécessaire, vous verrez des messieurs-dames en bleu sonner à votre porte pour s'en occuper. Et pour ce qui est d'analyser des transactions suspectes sur votre compte, une réquisition judiciaire à votre banque suffit. Les forces de l'ordre n'ont pas besoin de passer par vous. Donc si par malheur vous vous faites contacter, de 1 à raccrocher si l'appel vous paraît suspect, supprimez le mail pour ce qui est des fausses convocations en pièce jointe, et si vous le pouvez, signalez le mail et l'expéditeur du mail ou le numéro de l'appel malveillant sur cybermalveillance.gouv.fr ou au 33 700 pour tout ce qui concerne le téléphone, appel, SMS ou MMS. Je risque d'ailleurs de me répéter plusieurs fois dans cette vidéo au sujet de cybermalveillance.gouv.fr. Info supplémentaire, mis à part si c'est vous qui contactez un technicien informatique pour un dépannage à distance, aucun service ne vous demandera de prendre le contrôle de votre ordinateur à distance. Si une autorité particulière doit vérifier quelque chose sur votre PC, soit des policiers ou des gendarmes viendront vérifier directement sur place, soit ils partiront avec votre PC sous le bras. Là, on s'attaque à une menace plutôt complexe à mettre en place, et on pourrait même se dire que son intérêt est assez limité, étant donné qu'on ne vous réclame pas d'argent. Mais de l'argent, on peut s'en faire avec autre chose. Il s'agit d'une forme d'escroquerie assez difficile à déceler, puisqu'elle utilise les canaux habituels pour faire du recrutement, à savoir les réseaux sociaux comme LinkedIn, l'envoi de courrier électronique ou les plateformes de recherche d'emploi. Une fois le pigeon, le candidat débusqué, le processus de recrutement continue par messagerie instantanée, ce qui devrait être un premier signe de red flag. Les recruteurs ou employeurs essayant assez rapidement d'avoir une prise de contact par téléphone. À la suite de ce recrutement, les candidats, hypnotisés par les promesses de gains exorbitants par rapport au travail demandé, sont redirigés vers des plateformes imitant à la perfection des sites légitimes et étant présentés comme des sites RH servant au versement du salaire et à l'échange de documents et d'informations administratifs.
À première vue, on se dit que c'est con. Alors oui, c'est con, hein, le candidat s'est bien fait avoir, mais lors d'une embauche, on n'est pas censé payer quoi que ce soit. Donc oui, l'intérêt de cette escroquerie est limité. Est-ce que vous vous souvenez de la quantité d'informations qu'il faut donner pour un contrat de travail et pour mettre en place le versement d'un salaire? Entre le RIB, la copie de la carte d'identité, le numéro de sécu et diverses autres informations, ça fait un paquet de données qui peuvent être revendues ou utilisées pour usurper votre identité. Dès l'instant que vous n'avez pas de contact téléphonique ou en personne avec votre recruteur, que l'offre d'emploi paraît vraiment trop belle pour être vraie, ou, on sait jamais, qu'on vous demande de réaliser des paiements pour X raisons, fuyez, bloquez les adresses et les messages et signalez-les toujours sur cybermalveillance.gouv.fr. Bien connue, mais toujours utilisée, donc cette arnaque-là, retenez-la bien. Contrairement à l'escroquerie précédente, celle-ci est, dans la théorie, bien plus simple à mettre en œuvre. Je dis bien dans la théorie, parce que comme je vais vous l'expliquer incessamment sous peu, il faut quand même chercher des informations au préalable pour mettre cette arnaque en place. Le principe est d'envoyer un mail ou un message, généralement au service comptable d'entreprise, en se faisant passer pour le président de l'entreprise, le directeur ou n'importe qui ayant autorité dans l'entreprise, et en demandant d'effectuer un paiement ou un virement, le plan étant que le destinataire ne se pose pas de questions en voyant qu'il s'agit d'une demande émanant de la direction, et que le filou ayant usurpé l'identité du patron de l'entreprise se barre avec l'argent viré sur le compte. Cette arnaque est souvent réalisée par mail avec du spoofing, qui est en fait le fait de faire apparaître une adresse d'expéditeur différente de l'adresse mail d'expédition réelle. Par exemple, marquer qu'il s'agit de l'adresse derue@tech.fr, alors que la véritable adresse d'émission est google32@gmail.com, et avec une redirection de mise en place lorsque l'on souhaite répondre au mail, pour que l'escroc puisse bien recevoir la réponse du mail. Pour cette escroquerie, normalement, c'est plutôt simple de se rendre compte que c'est de l'arnaque. Généralement, il n'y a que dans les petites entreprises que le patron peut demander un paiement ou un virement par mail, et encore. On vous le demandera normalement jamais par mail ou par messagerie WhatsApp, et surtout pas à une seule personne. Si ça devait arriver, ça serait directement dans la boîte à lettres électronique du service comptable ou des achats. Et si jamais vous recevez ce type de demande, avant de supprimer ce mail, essayez de prendre contact avec l'équipe cybersécurité si vous en avez une, pour qu'ils puissent extraire la véritable adresse d'expédition du mail, si c'est possible, et après, signalement à cybermalveillance.gouv.fr et suppression du mail. Sur le site dont je vous ai parlé en début de vidéo, il parle de cybersquatting. Dans le cas de mon travail et mes missions passées, on parlait de typosquatting pour typographie et squat comme des squatteurs. Déjà, avec cette étymologie, vous pouvez vous faire une première idée de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, on va en reparler après, mais ce type d'attaque n'est jamais utilisé seul. Enfin, il pourrait, mais ça n'aurait pas de sens. Il s'agit de se faire passer pour une entreprise, une personne, une administration ou n'importe quoi en jouant sur les mots, ou plutôt en jouant sur les lettres. Cette technique peut plutôt être utilisée lors de phishing ou d'arnaque, vous allez mieux comprendre avec un exemple. Disons que je souhaite récupérer des identifiants et des mots de passe de compte, disons la caisse d'épargne. Le site officiel c'est caisse-épargne.fr, sans accent. Eh bien dans mon cas, je peux acheter le domaine la-caisse-épargne.fr et envoyer des mails de phishing avec une vraie fausse adresse email @la-caisse-épargne.fr et y mettre un lien vers un faux site qui me permettrait de récupérer des identifiants. Il y a aussi le fait de jouer sur les lettres, comme glisser un i à la place d'un l, de doubler discrètement une lettre, d'utiliser un 0 à la place d'un o. Bref, le but est de vous envoyer des mails ou de vous rediriger vers des sites dont l'adresse ressemble fortement à une adresse officielle. Dans ce cas-là, plusieurs choses à prévoir en amont. Déjà, activer la double authentification, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, c'est le fait de recevoir un code à taper, par email, SMS, téléphone ou via une application, ou de valider une authentification directement sur une application, en plus de votre identifiant, de votre mot de passe. Comme ça, si votre identifiant ou votre mot de passe sont volés, en théorie, le voleur ne peut pas accéder à votre compte, car il ne dispose pas du second facteur d'authentification. Ensuite, comme dans l'analyse des mails que vous recevez et dont je vous ai déjà parlé également, faites attention au domaine d'expédition des mails.
ce qu'on trouve après le arrobase, comme arrobase google.fr. Faites attention aux adresses des liens sur lesquels on vous demande de cliquer, et surtout, favorisez le fait d'aller directement vous-même sur les sites officiels via Google ou votre navigateur, et sans avoir à cliquer sur un lien. Et bien sûr, comme d'hab, en cas de détection de faux mails, cybergouv.malveillance.fr. Et suppression du mail pour ne pas risquer de cliquer sur le lien plus tard. Vous pouvez même aller jusqu'à contacter l'entreprise qui se fait typo-squatter, dont une adresse mail ou internet similaire est utilisée à des fins malveillantes. Ils pourront, s'ils le souhaitent, démarrer des procédures pour couper ces domaines malveillants d'internet. L'algorithme YouTube ne va vraiment pas m'aimer aujourd'hui, avec tous les termes liés à la sexualité que j'ai utilisés dans cette vidéo. Là, on a deux types de sextorsion, que vous avez bien compris, est une contraction de sexe et d'extorsion. La première, la moins problématique, c'est celle que vous avez tous peut-être déjà croisée en vos mails, pro ou perso, sous forme d'un message ou d'une image, vous indiquant qu'un pirate a installé des logiciels espions sur votre ordinateur et a enregistré via votre webcam ce que vous faisiez sur des sites pour adultes, ainsi que votre historique de navigation, et vous demande une rançon sous forme de bitcoin. Il est gentil, il met même un lien vers la vidéo tutoriel expliquant comment payer avec des bitcoins, sans quoi il publierait les vidéos de vous sur internet. Dans ce cas-là, et surtout si vous n'avez pas de caméra, ou si vous n'avez rien à vous reprocher en votre navigateur internet, vous pouvez supprimer ce mail et signaler l'adresse d'expédition. Si par contre vous vous trouvez dans le deuxième type de sextorsion, là c'est plus chaud, puisque ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a réussi à mettre la main sur des photos ou des vidéos de vous nus, ou dans des situations ou actions suggestives ou douteuses, et vous menace de les partager en ligne à vos proches ou à vos collègues, sauf si vous payez une compensation financière. Mais vous vous doutez bien que, comme tout chantage, le maître chanteur reviendra à la charge rapidement pour redemander de l'argent sous les mêmes conditions. Et là, malheureusement, vos possibilités sont très limitées. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de bien sauvegarder tous vos échanges et toutes les preuves du chantage, même les photos ou vidéos, et d'aller porter plainte. Il n'y a rien d'autre de plus à faire malheureusement. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, il ne s'agit que de 5 cybermenaces et il en reste encore suffisamment pour 2 ou 3 vidéos. Vous inquiétez pas, ou alors si, inquiétez-vous de la quantité de techniques malveillantes qui existent pour vous pirater, voler vos informations ou vous extorquer de l'argent. Malgré ça, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa à chaque mail, SMS ou appel. Il suffit juste de bien regarder les adresses d'expédition, les adresses des liens contenus dans les mails, les numéros de téléphone qui vous appellent ou vous envoient des SMS, vérifier l'orthographe, le registre lexical utilisé, bref, faire attention à ce qu'on reçoit avant même de paniquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Je viens de prendre un café. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur.